téléspectateurs, nous vous disons merci parce que vous nous considérez, vous considérez votre chaîne Univers Télévision qui est sur Canal+, fréquence 482. Vous nous suivez également sur Easy Star Time et plusieurs bouquets. On vous avait annoncé ces grands plateaux, des têtes bien faites de la République. Déjà, sur ces plateaux, en réalité, on devait avoir 4 invités, mais les aléas de la dernière minute, nous avons 2 invités importants pour la République démocratique du Congo sur ces plateaux. Je suis avec monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, ancien AG de l'ANER et aussi ancien ambassadeur au Rwanda. Il est ici avec nous, un vrai scientifique. Monsieur Alain Atundu, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence d'un grand professeur, un ancien doyen du département de relations internationales à l'Université nationale de Kinshasa. Il a écrit plusieurs livres, un professeur de professeurs, monsieur le professeur Omeonga, soyez le bienvenu. Merci Delphin, mais je voulais juste une bonne présentation, mais il faut rectifier l'honnêteté scientifique. J'étais là, je suis chef de département honoraire. Ok. Du département des relations internationales. Non, le doyen. Ok. J'ai publié plusieurs ouvrages. Effectivement, je suis professeur ordinaire là-bas, spécialiste en diplomatie et non en politique étrangère, parce qu'il y a toujours la nuance entre les deux, bien que ce soit dans la même famille. Ok, merci. Ça prouve qu'il y a des professeurs sur ces plateaux. Il faut faire très attention. Voilà, avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. Cette émission s'appelle l'Issolorio, mais à un moment, vous pouvez également placer un mot à Lingala. Et ça ne va pas déranger parce que les Congolais ont besoin également d'écouter aussi. Avec vous, on va décrypter la communication du chef de l'État et aussi l'actualité qui concerne la République et aussi l'Afrique, parce que vous êtes sans ignorer, il y a certains présidents ici en Afrique qui cherchent toujours à déstabiliser notre continent. Il faut décourager ces pratiques. Et aussi, il y a la formation du gouvernement. C'est pour quelques semaines. Il faut quand même que le vrai scientifique puisse au moins donner la boussole, expliquer pour que les choses puissent bien se faire. Je préfère commencer par monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, d'entrée des jeux. Vous êtes un vrai politique, vous vivez au Congo, mais l'inquiétude est que la nouvelle génération pense que les anciens, vous n'avez pas posé des bases pour que la génération qui est aujourd'hui puisse trouver la boussole. Est-ce vrai? Tout ce qui est excessif, comment dit-on? Tout ce qui est excessif est insignifiant. Comment peut-on imaginer que depuis 60 ans, aucune base de viabilité de ce pays n'a été posée? Il faut qu'ils disent qu'ils cherchent leur place sous le soleil et peut-être qu'ils ont de la peine ou peut-être qu'ils ne savent pas comment se diriger. Mais dire qu'ils n'ont trouvé aucune base, c'est excessif, c'est insignifiant. À la limite, ce n'est pas à considérer. Voilà. Monsieur le professeur Omeonga, la même question à vous. Pensez-vous que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 64 ans après, les anciens ont eu quand même à poser des bases? Oui, merci pour la question, mais je voulais savoir d'abord qu'est-ce que vous appelez les anciens et les jeunes. Je ne sais pas, parce que les anciens ont toujours existé depuis longtemps, et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des anciens, et puis des jeunes qui sont devenus des jeunes, qui sont devenus des anciens. Et ce que je venais de dire à tous nous, c'est un peu excessif de dire qu'on n'a jamais posé de base, mais comment la société a été dirigée jusqu'à ce qu'ils sont nés, et comment ils ont fait leurs études, et comment ils ont terminé les études, comment ils ont eu des diplômes. Si nous n'avons pas, les anciens n'ont pas posé des bases sur le plan éducatif, sur le plan politique. C'est la politique qui oriente l'éducation, et je crois qu'ils ont trouvé quelque chose. Ce qui est important, c'est que dans une société comme la nôtre et partout ailleurs, même en Afrique, il ne faut pas qu'il y ait cette erreur, là, dit que non, les jeunes d'un côté et les vieux de l'autre côté. Je crois que la symbiose des deux la symbiose a toujours fait un bon village. Dans un village, il y a des anciens, il y a des jeunes. Quand vous mélangez les deux,
ça fait bien marcher le village. C'est ce que je voulais dire ça, en fait. Est-ce qu'il y a de repères aujourd'hui, professeur Ononga? D'autant plus que le passage entre la jeunesse et ce que vous appelez les vieux n'est jamais fracassant. C'est un passage homéopathique. On se rend compte après qu'on est vieux. Lorsque Mobutu avait perdu le pouvoir, j'avais 48 ans, j'étais parmi les jeunes. Et nous voulions réagir contre les Kaxigem, le impère. Aujourd'hui, 2 décennies après, je suis vieux. À l'époque, le vice-président Bemba était jeune. Aujourd'hui, on nous met presque dans la même casserole. Donc, il faut savoir poser les diagnostics de ce qu'il y a au lieu de faire une fuite en avant. C'est comme si on rebute devant les responsabilités qui vous attendent. Comme l'a dit le professeur, la diplomatie existe, la gouvernance existe, l'enseignement existe, ils ont des diplômes. Le pays n'a jamais connu de fracture dans la formation et dans la gouvernance. Depuis 60 ans, on n'a jamais été colonisé. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il serait évidemment excessif aussi de dire que les anciens ont tout fait. Non, c'est un monde perfectible. Chacun fait ce qu'il doit faire et chacun doit prendre sa part de responsabilité. Alors, si je vous ai posé cette question parce que quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a des Congolais de l'étranger et également certains jeunes Africains qui ont voulu à ce que vous puissiez répondre à ces questions. Il y a le président burkinabé qui a dit les anciens doivent comprendre qu'ils ont fait leur temps. Il est temps de laisser à la nouvelle énergie de déposer les marques, d'essayer un peu de prendre la relève, professeur Omeunga. Ce vent est en Afrique. Pensez-vous qu'il était temps que cette jeunesse africaine puisse prendre les devants? Non, c'est un souhait, mais ça dépend aussi des milieux. Les milieux dans lesquels moi j'évolue, donc les milieux universitaires. Je crois que là, il n'y a pas de problème, parce que là, il y a ce que nous appelons l'espace initiatif. Donc, on initie. Moi, aujourd'hui, je suis professeur ordinaire. Je crois qu'il y a un aîné qui est déjà émérite. Et je dois prendre ces repères pour que j'arrive à ce niveau-là. Je ne dois pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'il est émérite, que moi, je connais mieux plus que lui. Donc, il y a des endroits qu'il faut suivre. Mais je crois qu'il faut que vous mélangez les deux espaces où il y a la politique, comme vous venez de donner l'exemple du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Je crois que peut-être la vie est partagée. Si j'étais à sa place, je ne pouvais pas diviser, comme je sais pas ce qu'il attend les jeunes et les vieux. Ce n'est plus le temps de la politique ancienne, il faut voir les choses autrement. Non. La nuance est là. Il ne parlait pas des individus, il parlait des idées et de la gouvernance. Okay. C'est-à-dire qu'il voulait juste donner des prix. Il faut donner des précisions comme ça, parce qu'il ne faut pas que ça soit comme moi, Atoundou, c'est mon vieux, et que maintenant, parce qu'il est mon vieux, je ne veux plus l'écouter, il me laisse la place, alors que j'ai besoin de ses repères, j'ai besoin de son expérience dans cet endroit. Il a aussi besoin de mon dynamique et de mes idées nouvelles. C'est comme ça que ça marche. Okay. Mais là, je crois qu'il y a une précision à donner, qu'il ne parlait pas de personnes, mais il parlait, par exemple, des idées qui ont été faites, mais qu'il ne faut plus renouveler. Ça, c'est partout ailleurs. On voudrait qu'il y ait de nouvelles idées par rapport à certaines pratiques qui ne coïncident plus ou bien qui ne sont plus adaptées à l'évolution de la société. C'est comme ça même la diplomatie. C'est la même chose. Les diplomates, lui, il était diplomate. Maintenant, il y a évolution dans les chefs de métier des diplomates. Parce que maintenant, on voudrait que les diplomates assistent même dans des endroits les plus spacieux. Ce n'est pas tout simplement auprès, par exemple, des institutions. Vous savez, ça dit que lui, il est ambassadeur. On voudrait qu'il puisse aller donner une conférence à Bordeaux ou dans un village à Bordeaux plutôt que rester dans les quais d'Orsay à Paris. Donc, il y a toujours évolution dans les manières de faire. Mais ça ne dépend pas de dire qu'il faut chasser l'individu là
et laisser le jeune qui vient parce que le jeune va appliquer. Non, non, ce sont des choses qu'il faut la volonté d'abord et que ça soit dit que non, voilà, il ne faut plus avoir cette gouvernance-là, cette manière de gouverner, amener des bonnes choses autrement. Il faut faire la nuance. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Atundou, est-ce aujourd'hui l'Afrique a besoin de nouveaux présidents jeunes? Parce que les anciens présidents étaient sous le joug de colonialistes. Donc la France dominait sur eux. Il y a, si vous remarquez en Afrique, même l'ancien président gabonais était le représentant même de la France ici en Afrique. Ainsi, il faut passer à autre chose. La jeunesse n'est pas une qualité en soi. Il faut pas non plus en faire une vertu. Ce qui compte, c'est l'esprit, l'ouverture d'esprit. C'est ça qui conditionne la marche. Il y a des pays anciens où il y a des jeunes qui pratiquent la politique ancienne. Mais ces jeunes-là sont-ils jeunes ou vieux? Parce qu'il y a un système installé par le colonialiste sur ces... Donc les anciens sont dans ces jougs-là, il faut les remplacer pour changer de choses peut-être. Non, tous les anciens, non. La majorité, oui. La majorité, non. Le changement en politique et en relations internationales se fait de façon graduelle et homéopathique. Okay. Des coups de barre comme au Niger, au Burkina Faso, Guinée, au Mali, ce sont des faits d'exception dans l'histoire. Ce sont des gens qui se sont révoltés parce qu'ils ne voyaient pas d'ouverture dans leur pays. Mais on ne peut pas être jeune et enterrer les vieux. Sinon, par rapport à quoi êtes-vous jeune? C'est parce que aujourd'hui, nous sommes là. Les gens voient des gens sur la Lune, etc. Mais c'est le principe de relativité d'Einstein qui est encore là. Le principe de darwinisme qui commande encore le monde. Donc, il faut que chacun remplisse son rôle et sa mission dans l'histoire. Et c'est la continuité de l'humanité qui en bénéficiera. Alors, monsieur le professeur Omeunga, vous êtes professeur, vous enseignez les relations internationales, vous connaissez bien la politique étrangère. Est-ce l'Afrique aujourd'hui a besoin de sortir dans cette prison diplomatique implantée ou vissée par la communauté internationale? Non, mais là encore, il y a tout un débat. Ce n'est pas comme ça que se doit présenter la chose. Il y a des principes. Il y a ce que vous parlez de la communauté internationale. Ils ont la communauté internationale. Dont nous faisons partie. Oui. Fait partie de l'Afrique. Là, c'est pratique. Non. Donc, je prends un exemple précis. La communauté internationale n'a jamais interdit à un pays jeune ou à un pays vieux, je ne sais pas comment vous dites, la défense, la légitime défense. Mais il y a des pays qui s'accordent non, parce que la communauté internationale dit ça, je ne le fais pas, et d'autres disent non, nous devons nous défendre malgré la communauté internationale. C'est pour vous dire que ça dépend de chacun là où il est pour comprendre la communauté internationale. La communauté internationale, effectivement, c'est comme la diplomatie multilatérale. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin, pour la raison de la paix, pour les raisons d'efficacité, pour les raisons même bien qu'à longue durée, pour que cette diplomatie trouve un compromis durable. Mais alors, dire que, bon, est-ce que, vous me demandez si la diplomatie qui est adaptée par la communauté internationale. Voilà. Il y a ce que, bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, hein. Il y a ce que, ça c'est dans mon domaine, là, c'est que nous disons qu'il y a la diplomatie de connivence. C'est-à-dire la diplomatie de connivence, c'est une diplomatie que, bon, certains États de grande puissance, ils disent que non, nous voulons au Congo, nous ne voulons pas le professeur Omeunga, nous voulons l'ambassadeur Atundou. Ils font de tout pour que l'ambassadeur déstabilise le pays pour que lui soit là. Mais je pense, je sais que beaucoup de pays ne sont plus dans cette logique-là, de dire que
il faut que la France, il faut que les États-Unis, il faut que l'Union soviétique, l'Allemagne, il faut que la Grande-Bretagne décident pour que tel soit tel endroit. Non, je crois que c'est déjà dépassé ça. C'est dévolu, cette histoire de la diplomatie de connivence. Que vous dites, ça dit qu'en termes jargon diplomatiques, on parle de ça, diplomatie de connivence, ça dit que la diplomatie dictée par des grandes puissances qui dictaient certains pays à voir que nous, aujourd'hui, nous voulons tel, parce qu'il va défendre nos intérêts. Donc, cette diplomatie est dépassée actuellement. Il faut que chaque État souverain fasse de la diplomatie en fonction de ses intérêts et en fonction, c'est des déterminants géopolitiques. Donc, c'est en fonction de la politique, en fonction de la géographie que la diplomatie, la politique étrangère se décide. Donc, on peut faire la diplomatie qu'en fonction des déterminants géopolitiques. C'est-à-dire que nous autres, par exemple, chez nous, au Congo, quels sont les déterminants géopolitiques? Nous sommes au centre de l'Afrique. C'est un élément, un atout important d'être au centre, du continent. C'est un élément important. Nous avons la dimension culturelle. Nous avons autant de diversité culturelle. La dimension territoriale. C'est un élément de défense et un élément d'offensif dans une stratégie de guerre. Donc, nous avons aussi, par exemple, nous avons les ressources naturelles et stratégiques. Ce sont ces éléments qu'il faut exploiter à bon escient et les affecter dans des secteurs vitaux de la nation pour qu'un diplomate fasse son travail. C'est pourquoi nous disons souvent qu'il ne faut pas négocier quand on est dans une position de faiblesse. Alors, monsieur l'ambassadeur Atundu, quels sont les éléments qui font que quand un pays va négocier diplomatiquement, que ce pays puisse être respecté? Parce que le Congo a tout, apparemment, sur le plan diplomatique, on est faible. Je ne sais pas si le Congo est faible. Les relations internationales dépendent de plusieurs éléments ou paramètres. La diplomatie est un élément. Nous prenons dans la guerre de l'Est, le président de la République a fait fonctionner à fond et de façon efficace la diplomatie, au point d'obtenir la reconnaissance de l'agression du Rwanda contre le Congo, la condamnation du Kagame et même des sanctions américaines contre l'assistance, mettant fin à l'assistance, etc. Ça, c'est un paramètre. Le deuxième paramètre, c'est aussi quand même la force économique, la puissance économique. Si vous êtes fort, puissant économiquement, eh bien, votre diplomatie sera à respecter. Ce qui n'est pas le cas avec la RDC. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à 100%. Hein. Okay. Comme disent les Coréens, le monde n'est ni noir ni blanc, mais c'est un peu du gris. Bon. Il y a aussi le paramètre militaire, de puissance militaire. Il faut que l'armée, la défense, viennent à la rescousse pour soutenir la diplomatie. Lorsque un ambassadeur américain, russe ou chinois parle, c'est toute la puissance de leur pays qui représente. Donc on fait beaucoup plus attention à leurs mots. Donc il faudrait que, ici chez nous, nous ayons cette armée dissuasive qui fait que notre voix, dans la sous-région d'abord, soit entendue et respectée. Alors, il y a aussi des éléments de communication. Il faut savoir communiquer. Okay. Il faut savoir communiquer. Ici chez nous, je pense que la communication n'est pas très efficace. Le seul communicant officiel, jusqu'à présent, c'est le président qui donne des éléments pertinents. Peut-être le ministre Mouyaya aussi. Mais tous les autres, c'est un peu... Il faut qu'il y ait une armée communicationnelle, numérique. Et, non, bien comment... Il faut que la communication soit fonctionnelle. Okay. Il faut que la communication ait des objectifs. Quand vous parlez de la communication, c'est un peu vaste. Hein. Mais c'est une réalité. Cette communication doit se faire comment? Parce qu'il y a la communication des guerres, il y a plusieurs formes de communication. Aidez-nous. Ça, vous entrez dans les détails, mais je dis de façon générale. La communication doit être efficace, c'est-à-dire atteindre les objectifs pour lesquels elle a été mise en action. Okay. Par exemple, nous voulons, le président de la République
veut que le Rwanda soit désigné comme agresseur et Kagame soit condamné. Eh bien, il a parcouru le monde. Il a été partout, dans les organisations. Et les Congolais étaient là à dire que, voilà, le président se promène, etc. Mais c'est grâce à cette assiduité et à cette opiniâtreté qu'il a pu obtenir la condamnation de l'agression du Rwanda, la condamnation de Kagame, et il faudrait encore pousser plus pour avoir la condamnation des États qui soutiennent le Rwanda dans cette œuvre machiavélique. Il y a la condamnation de certains généraux qui sont de ce côté-là. Les Pietrella, Ngoma et les autres, ils ont été condamnés. Non, c'est pas cette condamnation-là. Parmi les éléments qui fondent notre force, c'est la cohésion interne. Okay. Il faudrait que la cohésion interne se fasse autour du leader, c'est-à-dire du président de la République. La cohésion interne. D'où, aux uns et aux autres, de veiller à ce que les faibles d'esprit ne puissent pas traverser les bords, et qu'on encadre les faibles d'esprit. Donc, il y a plusieurs paramètres pour assurer cette puissance, cette communication. Alors, monsieur le professeur, quelle est l'attitude qu'un Congolais sérieux peut avoir à ces moments si critiques que la RDC est en train de traverser, avec le pays complice, avec la communauté internationale hypocrite? L'attitude d'un Congolais peut être comment l'attitude de nos dirigeants, des autorités? Bon, je ne savais pas qu'on parlait de notre pays. Bon, en fait, ça me donne une idée là, je ne sais pas, c'est beaucoup un regret parce que il y a quelqu'un qui avait dit que cette fois-ci, le deuxième mandat du président, nous ne voulons pas qu'il y ait des stagiaires au sein de gouvernement. Je ne sais pas, les stagiaires sont des jeunes ou sont des vieux? Ça, je ne sais pas. Enfin, bon. Ça, c'est une question très questionnante. Non, pour revenir à ce que ça m'a venu à la tête, parce que je pense que le pays marche par rapport à certains repères, par certaines inexpériences. Quand on parle, je pensais dans leurs idées, quand ils parlaient des stagiaires, ça dit que les gens qu'on met dans des postes où ils n'ont pas des évidences scientifiques, ils n'ont pas des évidences sur la matière. Ce sont les appels des stagiaires. Donc, ces messieurs-là, je crois que j'étais d'accord avec lui, que je crois que si le président, qui a été peut-être, il a fait plaisir beaucoup dans son premier mandat, à ces gens, il faut que le monsieur qui a tweeté en disant que non, il ne voulons plus avoir des stagiaires dans les gouvernements, je crois qu'il a raison. C'est pour vous dire attention avec cette division entre les jeunes et les vieux. Parce que c'est dans son esprit, quand j'ai vu le détail, c'est comme si à chaque fois on prend un jeune qui n'a pas l'expérience, un jeune parce qu'il est de tel, on lui met dans un poste et il n'amène rien, les résultats sont nuls. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir là. Il faut éviter ça, on a besoin de tout le monde. Monsieur, vous me demandez l'attitude. Non, comme il venait de l'ambassadeur, la première chose, nous sommes dans une période de guerre. Et dans une période de guerre, comme disait Mosé, il faut qu'il y ait d'abord la recherche de la cohésion nationale. La cohésion des nations autour du chef de l'État et aussi la mobilisation de toutes les forces vives et matérielles, voire aussi affection. Forces vives et matérielles. Vives et matérielles. C'est-à-dire que Mosé disait que nous ne devons pas laisser, par exemple, ces Tutsis nous dominer, il faut se battre avec tous les moyens possibles, modernes et des flèches et traditionnels. Et il appelle aussi à la conscience des gens que, attention, si nous serons dominés par ces gens, nous serons des esclaves. C'est aussi, ça prépare les gens dans la conscience et surtout dans l'éveil patriotique. Ce sont des choses comme ce que je vois. Donc, pour vous dire l'attitude qu'on veut demander, c'est d'être autour du chef de l'État par la cohésion nationale. Deuxième chose, de dire aux jeunes, de dire aux vieux, aux gens, les veillards, que nous devons protéger notre espace. Parce que notre espace, c'est un déterminant durable, c'est-à-dire que nous allons partir, nos enfants vont venir, nos petits-enfants vont venir. Donc, nous devons protéger cet espace et pour protéger cet espace, il faut aimer la patrie. On peut mourir pour la patrie.
Donc, les attitudes. Les universitaires, nous donnons, moi je donne un cours de géostratégie, c'est comme ça que je dis aux enfants étudiants qu'il faut protéger l'espace, notre espace congolais. Et autour du leader. C'est pourquoi j'ai vu à un moment donné, on parlait de la formation des militaires universitaires. Bon, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve. Donc, c'est pour dire que les attitudes doivent être les attitudes d'avoir la cohésion nationale, d'attitude. Moi, j'étais en Europe. En Europe, il y a des gens où on me donne un poste, où on me donne un travail à faire, et je dis, ah non, ce travail ici, en tout cas, moi, je vais voir. Ça, je ne peux pas le voir, mais je crois que c'est l'ambassadeur Atoundou qui fait ce travail-là. Et je lui recommande ce qui n'est pas le cas ici. Ici, chacun, on lui donne le travail, même s'il sait très bien que ça ne peut pas donner un résultat pour l'émergence du pays. Mais il prend les postes. Et c'est dommage. Ça, c'est très important. Ça. Bien que c'est pourquoi on a dit, effectivement, il y a la force du poids politique qu'il faut voir dans la formation du gouvernement, mais il ne faut pas oublier l'élément aussi important qui est l'expertise. Il faut les deux. Si quelqu'un a un gouverneur politique... Dans la méritocratie. Ouais, il ne faut pas dire parce qu'il a le poids politique, il ne connaît rien, on lui donne peut-être un ministère qui est domaine technique. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bien qu'il ait eu autant de députés. OK. Ah, c'est ça des choses. Moi, je suis professeur. Donc, ça, c'est dangereux. Non, c'est dangereux, mais je parle d'une manière générale. Et j'espère, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, que je crois que cette fois-ci, le président va essayer de voir avec son équipe et ses experts, de mettre la personne à la place qu'il faut. faut. Alors, on va revenir sur les profils parce que c'est important, mais avant de passer à la communication du chef de l'État, vous venez de dire ici, c'est les seuls qui communiquent, peut-être avec le ministre de la Communication. De façon pertinente. Voilà, de façon pertinente. Mais monsieur ambassadeur Alain Atoundou, vous étiez ambassadeur au Rwanda, vous étiez également l'ancien chef de l'ANER. Donc, c'est important cette question. Est-ce la démocratie est dangereuse à ces moments-ci? La liberté d'expression. Quoi faire? Parce que le média est censé accompagner les pays, véhiculer un message motivateur. Aujourd'hui, l'espace public, on donne la parole à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas dangereux? La démocratie ne peut pas être dangereuse pour notre pays, parce que c'est un élément de développement. Mais seulement, il n'y a pas de liberté sans contrainte. Okay. Et cela, il faut s'en souvenir. La contrainte aujourd'hui, pour nous qui sommes en guerre, c'est l'intégrité territoriale de notre pays, la cohésion de notre peuple, la conscience nationale. Ce sont des contraintes au-delà desquelles on ne peut pas passer. Vous n'allez pas dire, parce que vous êtes journaliste, vous allez révéler tous les secrets défense. Souvenez-vous de M. Assange. Il a des problèmes parce qu'il a révélé des secrets d'État des États-Unis. Et jusqu'à présent, il risque toujours d'être extradé aux États-Unis. Donc, la liberté, lorsqu'on a conscience de la liberté et de la responsabilité de liberté, eh bien, on n'écrit pas n'importe quoi. Okay. On ne dit pas n'importe quoi. On ne se met pas en vedette. Je dois faire ça pour qu'on m'arrête, qu'on dise que, voilà, il n'y a pas de liberté dans ce pays. Dans aucun pays au monde, il y a une liberté liberticide. Okay. Vous allez aux États-Unis, eh bien, on arrête des gens pour ces histoires. On les interroge. En France, c'est la même chose. Même si le ton diffère de pays à pays, mais chaque pays doit veiller à sa survie. Parce que un pays qui ne sait pas se battre pour survivre ne va pas exister dans le concert des nations. Ça, il faut le savoir. C'est ainsi que disparaissent, meurent les civilisations. C'est ainsi que disparaissent les États. Parce qu'ils ne savent pas comment survivre dans le nouvel environnement pour exister. Et le principe de Darwin est toujours d'actualité. The struggle for life. Si vous ne savez pas vous battre
pour survivre, vous n'existerez pas. Donc il faut que chacun se dise, si nous vendons les secrets du Congo, le Congo ne va plus exister, nous n'aurons plus de pays. Aujourd'hui, l'empire colonial, les empires coloniaux n'existaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à la nouvelle évolution des choses, la période des indépendances, la période de l'authenticité, etc. Merci, monsieur l'ambassadeur Atundu. Vous voulez ajouter? Oui, c'est un élément important. Moi, je suis professeur, mais je crois que la communication, c'est un élément très important. Comme vous avez dit, il y a plusieurs communications. Plusieurs types de communication. Plusieurs types de communication. Mais ici, nous, on n'a jamais dit aux étudiants que je vois parfois à la télé, qui sont devenus des responsables, de venir insulter un président. On n'a jamais dit ça à l'université. Okay. On sait très bien à quelle limite la communication est exigée. On ne dit pas, on dit non, il est comme ça, il est comme ça. Ça, c'est manquer de l'élégance communication. Moi, j'ai dit tout de suite là qu'il faut mettre la personne à la place qu'il faut. Là, je n'ai insulté personne. Mais il y a des gens qui, parfois, universitaires, et on les voit à la télé parce qu'au nom de la liberté, je vous l'ai dit, au nom de la liberté. De la liberté d'expression. Ils sont mal éduqués. Bon, je n'ai pas de mal éduqué, mais... Bon, peut-être c'est ça, il faut être un peu clair. Ces gens de communication, ils apprennent ces gens de communication ou à l'université, parce qu'à l'université, chaque professeur dit aux étudiants qu'il ne faut pas aller à la télévision insulter, parler d'un principe et des valeurs. C'est important, comme disons là. Ça dit que l'expertise, c'est une valeur démocratique et qui est valorisée par tout le monde. Donc, pour dire la communication, et il vient de ce que d'ici, les gens ne communiquent pas trop, le président en parle parce qu'il même a fait beaucoup de déplacements et la diplomatie exige des déplacements aussi, mais il faut qu'il soit accompagné dans plusieurs domaines pour la communication, pour valoriser le pays. Alors, vous gardez encore la parole, ça tombe bien, vous êtes la personne appropriée pour répondre à cette question. Il y a la communication du chef de l'État il y a 3 jours, il était devant la presse, mais il y a un sujet important. L'Union européenne a signé avec le pays receleur, donc le Rwanda, un contrat qui a énervé plusieurs Congolais et certains Africains avérés. Vous êtes expert en politique internationale ou étrangère. Est-ce l'Union européenne nous a trahis? Bon, en fait, c'est comme je voyais un ambassadeur rwandais disait, en fait, c'est une affaire de coopération bilatérale. Ou multilatérale. Donc, nous n'avons pas à interdire cette coopération-là entre deux États. Nous, et notre État souverain, parce que l'Union soviétique et les États sont souverains, tout ça comme ça. Mais c'est à nous maintenant, c'est que je parle de l'expertise. Je pense que les gens qui sont attitrés dans l'entourage des chefs de l'État, dans les laboratoires, ils ont pu examiner avec sang-froid comment l'Union européenne, qui sait très bien, et je crois que la présidence de la Belgique, la présidence de la Belgique, je crois, je ne suis pas pour l'instant. Alors, comment, sachant très bien que nous sommes en guerre avec les Rwandais, et ignore totalement notre dimension en tant qu'État indépendant, et puis il va signer à ce moment cet accord avec les Rwandais. Quels sont les sous des tables? Je pense que c'est ça qu'il faut toujours examiner. Nous, les géopoliticiens, c'est ça qu'il faut examiner. Et je pense, bon, il y a des positifs et des négatifs. Pour les négatifs, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre comment nous, et vous l'avez posé la question avant, pourquoi nous ne sommes pas écoutés. Nous avons toutes les matières premières stratégiques qui pouvaient faire la convoitise et qui font la convoitise de notre pays. Et l'Union européenne, vraiment consciente de ça. Et comment il doit aller signer avec le Rwanda, sachant très bien que le Rwanda n'est pas producteur de coltan. Le Rwanda n'est pas producteur de... Son sous-sol les pauvres. Mais comment il va sujet pour qu'il y ait des transactions d'histoire comme ça? Est-ce que c'est un piège? Ça, je ne sais pas des analyses. Ça, c'est négatif pour, je ne sais pas, l'Union européenne par rapport à nous. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'il faut avoir et adopter un comportement diplomatique. Je sais que déjà, il y a eu la protestation qui dénonce cet accord. Mais cette protestation est légitime
mais ne doit pas interdire ce qui est conçu dans les relations internationales, c'est-à-dire la coopération. Mais ce que je dis, c'est aussi un piège. Je ne sais pas comment les Rwandais, je ne suis pas rwandais, les Rwandais aussi devaient savoir comment, sachant très bien qu'ils n'ont rien dans leur pays, et le Kagame accepte de signer un contrat où, parfois, on peut les qualifier un jour par l'Union européenne en lui disant, mais messieurs, présentez-nous ce que vous avez et c'est là où vous trouvez ces minéraux. Nous avons signé, ils ont signé avec l'Arabe. Là. Vous avez un contrat sur les Qatar. Les Qatar. Mais après, les Qatar a vu que non, c'était un monsieur qui voulait faire la sous-traitance. Et il est venu directement dans la logique. Donc, moi, je pense que nous devons avoir un comportement diplomatique conséquent vis-à-vis de l'Union européenne. Ce n'est pas à insulter, ce n'est pas pour parler des relations diplomatiques. Il faut savoir maintenant pourquoi et de quelle manière nous devons damer les pions au Rwanda. Parce que nous avons tous les éléments possibles de le faire. Et c'est là où j'interviens. Quand on fait la diplomatie, il faut avoir aussi la force de la communication. Okay. Parce qu'on peut avoir la matière. Vous voyez, par exemple, nous savons, je donne un exemple, je n'exclus personne, nous avons par exemple la biodiversité. Donc notre environnement est riche. Mais il faut avoir des gens qui parlent... Qui savent vendre ça. Qui sait vendre ça, qui sait d'abord aussi négocier pour avoir quelque chose. Okay. Parce qu'on peut être environnementaliste, mais on n'est pas négociateur. On n'est pas diplomate. On est environnementaliste. Donc, il faut voir tous ces éléments-là pour dire que la communication est aussi importante en dehors de celle qui donne des choses. Voilà. Monsieur l'ambassadeur Atundu, est-ce l'Union européenne et cette Union européenne est imposteur, hypocrite? Est-ce le Rwanda comme pays de transit, le Rwanda qui recevait des rétrocommissions de nos matières premières, peut aussi devenir un pays avec les atouts possibles pour vendre? C'est un péché parce que le Rwanda peut avoir de réserves aussi peut-être. Non. L'Union européenne a tort d'envoyer un message ambigu. Un message? Un message ambigu et trouble dans ce contexte de guerre. Leur mémorandum peut être considéré comme un encouragement à l'exploitation frauduleuse de nos matières et donc une justification implicite de continuer la guerre. Mais le professeur a dit que c'est un pays indépendant, un pays souverain. Dans la coopération bilatérale. Oui, nous sommes tous souverains, mais nous ne devons pas piocher chez le voisin. Ok. Pourquoi l'Union européenne, sachant bien que ces matières non seulement n'appartiennent pas au Rwanda, mais ce sont des matières de sang. Minéraux de sang. Oui, des minéraux de sang. Pourquoi vont-ils signer en ce moment? C'est pour cela que je crois que le président a eu raison de dire qu'il faut donner une suite judiciaire à cela. Il faut donner une suite judiciaire. Et Comment? Parce que si l'Union européenne signe, donc l'Union européenne s'est assurée qu'au Rwanda, il y a ces matières. On ne peut pas signer si on n'envoie pas les émissaires pour aller vérifier, ainsi de suite. L'Union européenne est constituée d'hommes, c'est-à-dire faillibles. Et en l'occurrence, ils ont failli. Ils ont failli. Ils n'ont pas pris tout. Mais le président l'a dit, il y a des États qui se disent non d'accord. Alors maintenant, il faut demander à ces États soit de dénoncer ce mémorandum, soit de se désolidariser. C'est ça l'action de notre diplomatie. Ok. Parce que manifestement, l'Union européenne, en cette matière, en ce moment-ci, a commis une faute. Voilà, l'Union européenne a commis une faute. Professeur Omeunga, vous enseignez les relations internationales. Quand les chefs disent qu'il faut de poursuites, des sanctions, la RDC peut même porter plainte. Il y a des pays qui ont tenté d'arrêter cette signature. Ils n'ont pas pu. Donc, le Rwanda a de puissance derrière lui. Oui, c'est pourquoi j'ai dit j'étais plus sur l'action diplomatique. Et cette action diplomatique peut être une diplomatie ouverte, une diplomatie parallèle ou une diplomatie liquide. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas répondre coup sur coup sur le plan diplomatique. C'est-à-dire, est-ce que... C'est ça le problème. Est-ce que
je pense que les gens qui sont autour du chef de l'État ont pu décortiquer pourquoi l'Union européenne, pendant la période des guerres, a signé. Ça sent très bien que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Ils signent cette signature. Je pense qu'il faut analyser les éléments de manière scientifique, sans froid, et ça va répondre. Deuxième chose, je l'avais dit, je crois que, bon, est-ce que nous avons effectivement, sur le plan moral, de dire que on ne peut pas les choses volées, on ne peut pas vendre les choses volées. Mais tu m'as parlé à l'oreille, est-ce que le Rwanda a des réserves? Est-ce que le Rwanda a sa manière de vendre les choses où il vole et l'Union européenne... Parce que c'est un pays de transit. Donc le Rwanda peut aussi avoir des réserves, assurer l'Union européenne. De transit, de matières provenant d'où? S'il y a un accord entre Kinshasa et Kigali, que nous exportons nos matières par chez vous, bon, le transit. Bon, pour terminer, pour dire que, bon, je ne sais pas, moi, je ne suis pas juriste, mais moi, je forme les diplomates, mais je pense que je pourrais plus aller sur le plan diplomatique, amener la diplomatie dans tout sens. C'est-à-dire que diplomatie, voir tel endroit, des coulisses, pour savoir les éléments profonds qui ont pu envoyer l'Union européenne, sinon très bien. Alors l'Union européenne dit que non, nous sommes un pays francophone le plus vaste et il nous profite beaucoup de nous. Mais comment il peut laisser cet élément? Il sait très bien que sur le plan géostratégique, nous sommes l'Union européenne pendant 32 ans, ça passait par la Belgique, les États-Unis, ça veut dire quelle est l'importance sur le plan géostratégique de la RDC. Ils savent très bien que nous avons les droits, nous avons les matières stratégiques, nous avons l'uranium, nous avons les coltan, nous avons les cobalt, tout ça, et un tout petit pays qu'on peut envahir. Si nous sommes vraiment, si on peut envahir le Rwanda, mais on ne peut pas donner des stratégies à la télé. Alors, on peut l'envahir. Merci. Très bien. Merci. Monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, ce qui ne se dit pas, c'est qu'il y a les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, qui est derrière le Rwanda, selon plusieurs analystes avérés. Récemment même, la Pologne s'est dévoilée pour dire qu'elle pouvait même aider le Rwanda. Donc, est-ce que la RDC ne peut pas aller directement devant la France et leur dire pourquoi vous soutenez le Rwanda? Non, je crois que les relations internationales ne sont pas aussi directes, aussi tranchées. Je prends le cas des États-Unis. Les États-Unis viennent de prendre des sanctions handicapantes contre le Rwanda, mettre fin à l'assistance militaire et à l'assistance en équipement. Ça, c'est à encourager. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux? Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux, ça? Peut-être de manière officielle, c'est comme ça, mais de manière... Non, il faut faire le tout. Lorsqu'un État, grande puissance internationale, la première, déclare que voilà, monsieur, vous avez volé, etc. Il ne le fait pas pour nous faire plaisir. Il le fait parce que finalement, ça gêne la gouvernance internationale. Parce que le mal de l'Union européenne, c'est la question suivante. Est-ce que cet accord n'est pas une couverture de soutien au Rwanda pour l'aider à nous combattre, à occuper une partie de notre territoire afin de perpétuer l'exploitation frauduleuse et malicieuse de nos ressources? Oui, c'est pour cela que le professeur a raison de dire non, les experts aux côtés du chef de l'État doivent étudier profondément la portée exacte de ce mémorandum pour en tirer toutes les conséquences sur le plan de la communication, sur le plan des relations bilatérales et sur le plan de la communauté des nations. Merci. Alors, nous chutons, mais c'est important. Juste un mot. Juste un mot. Je crois que
comme l'a dit l'ambassadeur, je crois que la question des États-Unis, les comportements de la France et d'autres États ont évolué un peu dans ces derniers temps. Je crois qu'il y a les avancées. Oui. Il y a les avancées. Mais maintenant, comme vous avez dit aussi, qu'il faut être sous garde, parce que ce sont des simples déclarations, et que quand on parle des condamnations, ça dit que c'est assorti des sanctions. Et quand on sanctionne, c'est déjà quelque chose. Mais souvent, là où j'étais, là où nous sommes en France, souvent, il faut toujours des déclarations, mais ils ne sanctionnent pas. Voilà. Bon. Et puis, on n'est pas naïf. Okay. Oui, voilà. Quand on prend la décision de suspendre la coopération aujourd'hui, est-ce que cela concerne tout ce qui est en route ou bien commence maintenant? De toutes les façons, les effets néfastes on pourra les voir que dans 6 mois, dans 1 an. Okay. Donc il faut que nos experts puissent étudier et entrer là où il faut pour les gêner. Gêner la puissance offensive, gêner les sources d'approvisionnement, condamner tous leurs complices. Voilà, il y a beaucoup de matière, hein. Il n'y a pas que les diplomates, les communicants aussi, les services, etc. Merci. Alors, nous chitons, c'est important. Professeur Omeunga, vous êtes un vrai scientifique de notre pays. Plusieurs politiciens aujourd'hui c'est l'œuvre de vos mains. Mais il y a bientôt la formation du gouvernement. On a suivi dans la communication du chef. Il a dit si l'informateur lui remet les rapports, il doit rapidement nommer les formateurs. Pensez-vous qu'avec cette configuration actuelle d'une majorité écrasante du chef de l'État, quel type d'homme, d'oiseau rare, pour l'aider à relever les défis de la bonne gouvernance ou les défis de la RDC? Oui, merci. Mais juste un mot sur ce que vous venez de dire là. C'est que je voulais dire tout simplement que, là, vous avez raison, je ne vais pas sur le plan diplomatique seulement, mais nous devons faire un effort avec tous les moyens que nous avons. Service des renseignements, le système de défense, la diplomatie, la mobilisation civile, la défense civile. Tous ces éléments doivent concourir de montrer à l'Union européenne qu'il a fait un mauvais chemin. Et que nous lui montrons que voilà, les autres n'ont pas ces matières-là. Parce que donc, par nos moyens, c'est aussi un élément important. Et donc, mettre tous les moyens possibles, humains, tout ça pour montrer que non, vous avez fait un faux chemin. Si vous avez une stratégie de déstabiliser, voilà, nous sommes debout. Bon, j'ai englobé tout. Hein. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors maintenant, vous venez au gouvernement, j'ai toujours dit que je crois que vous savez comment ça se donne les postes au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes... Le problème des quotas et autres. Il y a les problèmes des quotas, il y a les problèmes de poids politique. Peut-être l'ambassadeur va mieux nous dire, mais moi, ce que je peux dire, que tout simplement, je pense comme le président a son premier mandat, et je crois que lui-même a reconnu certaines peut-être défaillances. Il doit éviter les erreurs du passé. Il va éviter les erreurs du passé. Il doit cette fois-ci réussir. Et pour réussir, il faut lui-même, parce qu'il a le pouvoir discrétionnaire, de voir que je veux celui-là, même si on dit que celui-là, il a au moins 35 députés, il va voir que non, bien qu'il ait un point politique, le ministère ici, ça demande un peu la technicité. Il ne faut pas que ça passe ce soir comme ça. Donc, je pense que pour la formation du gouvernement, il y a la procédure, il y a les critères, mais je pourrais ajouter tout simplement que c'est mieux que ce soit les deux. Il ne faut pas que les présidents oublient l'expertise. C'est ce que nous venons de dire ici, l'ambassadeur vient de dire aussi, qu'il faut qu'il y ait 2 experts qui piochent pour voir comment le Rwanda peut nous donner pion en acceptant de signer un contrat avec le petit Rwanda. Nous devons savoir ça. Je pense que le travail est déjà commencé. Nous devons savoir parce que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, le président, tout en ayant le pouvoir discrétionnaire, il doit viser sur le poids politique, il doit aussi viser sur l'expertise et voir la personne à la place qu'il faut pour son 2e mandat, parce que le Congolais doit faire confiance. Les 73%, c'est beaucoup. Et beaucoup de gens attendent de son 2e mandat où nous pensons qu'il y aura réduction des trains de vie des institutions. Il y aura les paniers ménagers qui vont augmenter. Les professeurs
bien qu'ils forment les cadres de demain pour arriver quand même à 2000 ou à 2500 $, que ce soit ordinaire ou que ce soit comme ça. Donc, je pense que, et les fonctionnaires, et tout, je pense que nous pensons que le deuxième mandat va nous apporter des bons fruits tout en mettant qu'il y ait la bonne gouvernance. La bonne gouvernance inclut les idées, les humains. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Atundu, votre souhait est que le chef de l'État puisse réussir ces deuxièmes mandats, les mandats de tous les enjeux. Alors, pensez-vous, avec cette classe politique gourmande, les chefs peuvent faire mieux? Est-ce qu'ils se trouvent dans une prison des quotas? D'abord, il n'y aura pas de génération spontanée pour remplacer ceux qui sont là. Donc, il faut traiter les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Il faut déceler en chacun des défauts compatibles avec l'exigence de développement. OK. Les défauts? Les défauts compatibles avec les exigences de développement et de gouvernance. OK. Donc, voilà pourquoi il y a des critères, des profils. Le Premier ministre doit être issu, par exemple, de la majorité. La majorité, c'est l'union sacrée. Mais dans l'union sacrée, il y a des organisations prépondérantes, disons, hiérarchiquement structurées. C'est peut-être l'UDPS, c'est peut-être le MLC, et puis après, etc., etc. Donc, ça, c'est un paramètre. Mais le plus important pour réussir, c'est la nomination des animateurs. OK. Parce qu'un animateur peut corriger ce que la structure n'a pas pu prévoir. Donc, il faut qu'il y ait, d'abord, exclure cette dichotomie jeune, vieux, etc. Non. Nous voulons que dans ce gouvernement, qu'on abandonne le vieil homme. OK. Et qu'on nomme des hommes nouveaux. Le vieil homme, c'est l'esprit. OK. L'esprit d'égoïsme, l'esprit de gloutonnerie, l'esprit d'égocentrisme. Donc maintenant, il faut nommer des gens qui ont l'expérience et l'expertise, mais surtout la vision du pays, la vision de développement du pays. Merci. Il faut qu'ils sachent que je suis là pour faire un travail. Et que s'il y a de l'argent, l'argent viendra comme par conséquent. Merci. Merci. Si on met l'argent avant, le travail ne sera pas fait et le pays va piétiner et le président de la République va continuer à piaffer. Eh bien... Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur Ali Atundu. C'est également votre mot de la fin. Professeur Omeonga, à 30 secondes. Le mot de la fin. On retient quoi? Mais il y a un élément, le chef de l'État, il a été déçu par notre justice. On peut tout faire, mais si la justice n'accompagne pas l'action du chef, donc c'est un échec. Je pense qu'il va voir tout ça parce qu'il a encore les mains libres jusqu'à présent. Il n'a pas encore, le gouvernement n'est pas sorti. Et il y a toujours, comme je vous ai dit, il y a l'esprit, comme vous venez de dire, et les personnes, puis, bon, ce sont les mêmes personnes qui viennent sur des autorités. Bon, je pense que c'est la justice qui élève la nation. Et que s'il y a la justice, tout marche bien parce qu'il n'y aura pas la corruption, comme je t'ai dit plusieurs, mais il n'y aura pas la corruption, il n'y aura pas de spoliation, il n'y aura pas de détournement, il n'y aura pas beaucoup de trucs, il n'y a pas d'injustice, il n'y aura pas beaucoup de choses si la justice est là. Et que ça fait déjà peur parce qu'on ne peut pas mettre la main si on sait très bien que demain, on va me la couper et demain, je serai sanctionné. Mais si on sanctionne et puis on voit que demain, je vais voir l'ambassade pour dire que non, tu m'as accusé, mais moi, je suis là. Merci. Merci, monsieur le professeur Omeonga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur, vous enseignez les relations internationales à l'Université de Kinshasa. Et de l'autre côté, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, un politicien du premier rang, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Restez fidèles sur votre chaîne
Univers Télévision, l'information au service du peuple. La réalisation assurée par M. Fils et Fili et M. Landry Foucault derrière la caméra, M. Boula. Au revoir.